De plus en plus agité pour les raisons que j'ai évoquées. La période va être agitée, si vous voulez, et elle l'est toujours. Quand on prend aujourd'hui les enquêtes, on voit très très clairement que la colère n'est pas retombée. La colère aujourd'hui s'est réinstitutionnalisée. On la voit notamment dans les mouvements sur les retraites, sur l'assurance chômage. Il y a une réinstitutionnalisation de la colère, mais c'est la même colère. Et on voit que les clivages électoraux, que les clivages sociaux dans les enquêtes d'opinion n'ont pas réellement bougé avant et après la crise des Gilets jaunes, donc c'est toujours là. En revanche, ce qui a changé en effet, c'est que quand vous prenez les mêmes enquêtes que vous avez évoquées, le mouvement apparaît très sympathique, mais les velléités de le voir continuer, de voir continuer les mobilisations, elles sont aujourd'hui relativement faibles. À peu près un tiers des Français veut que ça continue, parce que justement, on a changé d'agenda là-dessus. Alors, on termine avec une dernière question. Pour rebondir sur ce que dit monsieur, parce que moi, je vais vous dire, à titre personnel, ce mouvement, il m'a apporté quelque chose d'énorme, de rencontrer des milliers de personnes. Gilets jaunes ou pas, j'ai 3 cas de figure en l'espace de 9 mois où on m'a passablement dit t'es un con ou quoi, qu'est-ce. Le reste du temps, ce sont que des gens bien aimables qui me disent je suis peut-être pas gilet jaune parce que face à la diabolisation qui a été faite des gilets jaunes pendant des mois, je suis pas gilet jaune. Mais ce que vous faites, les gars, c'est bien. Je peux vous faire lire l'ensemble des messages, des discussions que je peux avoir. Jérôme Rodriguez, nous sommes d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. L'ensemble des citoyens français, à défaut d'être unis, on est un trait d'union avec l'ensemble des revendications. Unis, on est un trait d'union avec l'ensemble des revendications que chaque Français peut avoir aujourd'hui. Je suis d'accord sur le fond avec vous, je passe mon temps à dire que les salaires pour nous entendre là-dessus. Mais sauf que c'est pas toujours l'État qui est responsable, c'est les patrons n'augmentent pas les salaires. Je veux dire, quand le groupe Leclerc que j'ai cité parfois ici paye les caissières 1200 € par mois, si le groupe Leclerc ou d'autres grands groupes qui gagnent de l'argent ne décident pas d'augmenter les salaires, l'État n'y peut rien. Ben si, ce n'est pas qu'une question. Le problème est c'est une crise de la démocratie, c'est une crise de la représentativité. Bon, les gens ont besoin de manger, certes, mais les gens ont besoin d'être crédibilisés, les gens ont besoin d'être reconnus. Mais vous avez raison aussi. Dites bonjour à une caissière avec son prénom. Dites bonjour à une caissière avec son prénom. Vous allez voir, vous avez raison. Mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Mais ça, c'est pas l'État qui est responsable. Si quelqu'un ne dit pas, c'est pas l'État qui est responsable. Si quelqu'un ne dit pas bonjour à une caissière. C'est pas une idéologie, c'est un gilet de haute visibilité. Vous avez raison sur ce point. Mais qu'est-ce qu'on fait pour regarder ces gens et leur donner de la crédibilité ? On leur pète un œil. C'est pas, il y a un truc qui va pas. Sauf que l'exemple que vous venez de dire. Pète un œil. Pète un œil. C'est pas, il y a un truc qui va pas. Sauf que l'exemple que vous venez de dire bonjour à une caissière. Par son prénom. C'est pas le président Macron qui est responsable de ça, ni l'État. Ni l'État. C'est ça que je veux dire. C'est une civilisation, une crise de la démocratie, et c'est une crise qui a été impensée parce qu'il n'a pas eu les intellectuels pour le faire. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence, parce que effectivement le mouvement va s'essouffler, l'urgence. Non, il s'essoufflera pas, parce que sinon il est victime d'asthme. Et l'urgence aujourd'hui, c'est de penser précisément cette nouvelle société qui apparaît et qui apparaît à travers les gilets jaunes, notamment. Pourquoi pas que les gilets jaunes. Je termine. Il faut revoir les choses. Demain, parce que c'est une journée importante demain. C'est une journée symbolique. C'est une journée a priori. Combien de personnes sont attendues demain à Paris ? Est-ce que vous le savez ? J'aimerais vous le dire. Maintenant, je pense qu'on sera à la hauteur de ce que moi, comme ressenti à la hauteur du 16 mars. Autant de personnes que le 16 mars. Et le 16 mars, il y avait combien de personnes ? Après, vous avez vos chiffres. Moi, je dirais je crois qu'on était 300 000. On était contre 300 000. Non, il n'y aura pas de mal. On est sur des chiffres bien inférieurs en termes de prévision. Ce qui ressort des... Sur la prévision ? Alors pourquoi avoir réquisitionné la RATP ? Vous avez peur de quoi ? Non, mais attendez, le problème, c'est la capacité de nuisance. C'est pas vous avez bloqué les 3 quarts de Paris, vous avez peur de quoi ? Si on n'était qu'une dizaine, pourquoi avoir bloqué les 3 quarts de Paris ? Bertrand Cavalier, d'avoir peur. Bah si, quelque part, c'est eux qui ont peur. On fait pas ça. Quand on n'a pas peur, on discute, on s'assoit autour d'une table et on sert. Des notions très simples, état de droit, ordre public, etc. État de droit, mais bon, vous avez une minorité qui a démontré une capacité de nuisance, de destruction, de prédation phénoménale. À la police de gérer. Donc, à la police de gérer, chacun est responsable. De soi-même et de ses forces de l'ordre, elles sont là. Je ne suis pas responsable d'un mec qui jette un caillou, je suis le seul responsable. Oui, enfin, quand vous en avez 300-400, quand vous avez des ravages sur les Champs-Élysées... Et qui a un laisser-faire aussi constant, parce que j'y étais présent ce 16 mars, ils ont laissé casser boutique par boutique, on allait les voir, on disait ça casse,
tout va bien, et une fois qu'ils ont tout cassé, ils ont allumé tout le monde. Il faut être présent pour voir les choses. Il faut aussi Attendez, vivre les moi choses. j'y étais. Parce que du haut de BFM TV, Chaque on fois que je voit suis pas sur grand-chose ce non plus, hein. plateau, dans le même temps, j'allais également sur les lieux. Donc Je vous j'ai rappelle vu que vous comment êtes ça. sur CNews. En même Vous venez temps, de citer. Et je rappelle que ce que vous dites là, je l'ai déjà dit ici même. oui, mais C'est une aimable plaisanterie. Non, il faut faire C'est pas preuve une de. Je crois qu'il faut raison. Très franchement. à un moment donné, il faut être témoin de l'information. Non, non, Enfin, vous parlez de démocratie confisquée. Je suis un témoin je veux dire, acteur. Et le témoin que je suis, Mais vous êtes une- il y a des choses qui se passent. Une démocratie confisquée à partir du moment où les gens mais vous êtes- s'abstiennent et n'entrent plus dans le jeu démocratique. Mais Naturellement. arrêtez, je veux dire, il y a une liste européenne. Les la démocratie listes confisquée, jaunes n'ont pas fait elle 1%. crève les- Mais Arrêtez, je veux dire, arrêtez de. Mais C'est incroyable ce que vous dites. C'était un sketch. Je ne dis pas ça, vous parlez de démocratie mais vous ne comprenez- confisquée. sinon on ne Allez, comprend moi rien. j'ai envie de vous envoyer dans des pays où mais la bien démocratie est Mais confisquée c'est et vous verrez la le cœur différence. du mouvement des Gilets jaunes est un mouvement démocratique. C'est un mouvement qui réclame sa place dans la démocratie. Oui. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris du mouvement. La démocratie, excusez-moi, ça passe par les élections quand même. Oui. Ça passe également par le droit. Ça passe également. Ça passe référendum d'initiative Mais il y a un référendum Pourquoi est-ce que ADP, l'on refuse- il y a pourquoi est-ce que l'on un refuse la référendum qui est proportionnelle proposé sur ADP, Mais qui c'est pas n'arrive ADP, même pas à on s'en 800 fout 000. d'ADP. ADP, arrêtez, enfin, arrêtez de mettre de l'huile sur le feu, c'est un sujet trop grave. C'est un sujet trop grave. Mais non, mais franchement. Vous balayez ça comme le balaye aujourd'hui. Non, mais je crois qu'ils n'ont pas Les élites qui disent que conscience. c'est plus, qu'ils n'ont rien compris. je Mais dis- non, mais faites je- attention à ça. mais vous avez. Non, mais Vous n'avez pas conscience. Ne jetons pas de l'huile sur le feu Mais- sur une société qui est maintenant une société inflammable. Le plus grand nombre, Et entendons le ce que plus disent grand les malheureux. nombre, disons-le, n'est pas du côté des gilets jaunes Mais en si, France. mais Ah bon Ah, si, si. mais si, mais bien sûr que Il n'est pas du côté des gilets jaunes, il est côté du citoyen. Il n'est pas du côté des gilets jaunes, il est côté du citoyen. Il n'est pas du côté des gilets jaunes, il est côté du citoyen. Il n'est pas du côté des gilets jaunes, il est côté du citoyen. Centrale, la France périphérique. Mais le gilet jaune, c'est pas une idéologie. 60% de la On population est citoyen, moi, avant d'être Ce n'est gilet pas- jaune, je ce suis n'est pas la du France quoi. bourgeoise, la France urbaine, la France des grandes villes. On parle de soutien, on parle de citoyenneté. Prioritaire qui est La vraie prioritaire. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. Oui, mais écoutez. Mais quand on le vit pas, on peut pas comprendre. C'est pas, Mais c'est on pas le vit compliqué. mais on le vit, non. pardonnez-moi, tout le monde le vit. Tout Mais le monde vous voit avez le droit de parler. Tout le vous monde voit exprimez tous les gens jours, qui sont monsieur dans la Pro. rue. On ne voit pas visiblement la même chose. Regardez, Mais- vous parlez mais- de- vous me parlez, monsieur Mais le Pro, max, il y a eu 125 000 personnes au maximum dans la rue. Mais encore une fois. Mais vous avez voulez essayé de parler, raconter. ça ne vous encore- intéresse pas. essayez- Bon, non, mais d'accord. réglons cette affaire. Encore Mais une fois. il réglons ne cette- faut pas nier 700 points de la blocage, il y a un an. réalité Chut, 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 je termine. Oui. Les Gilets jaunes ont été un révélateur, ont été un phénomène d'une crise profonde de civilisation, de démocratie sociale également et fiscale. Et ceci pouvait se manifester. Et en la effet, à travers démocratie, elle va pas 120 000 dans les deux personnes, sens, hein. si c'était ça. Mais simplement, vous voyez bien que le gouvernement lui-même a bien compris, si vous ne l'avez pas compris vous, que la France est aujourd'hui une France à l'image bloquée. de monsieur Finkielkraut. À l'image de monsieur Finkielkraut, avec les derniers propos qu'il a pu tenir là, que j'ai entendu sur une émission où c'est quand même assez corsé, et ce qui s'est passé en manifestation, la démocratie, elle va dans les deux sens. Mais non, mais quel Qu'est-ce qu'il a dit Bah, je suis un violeur, je suis un violeur, je suis un violeur. Je suis un violeur, je suis un violeur, je suis un violeur, je vais faire Arrêtez, Alors, ah, mais il y a non, une bah, chose c'était que un les gens plaisanterie. ont perdu, Enfin, c'est le sens non, du non, mot. non, non, non. Et écoutez, vous pouvez- moi, je l'ai écouté l'émission de A à Z. Il a dit à un moment c'était- donné, c'est vraiment bien un sûr, je suis un violeur, je viole ma femme tous les soirs. franchement. Et tout le monde répercute ses propos comme si Faut c'était faire du attention. premier degré. Non, Faut non, arrêter non, de faire non, non, attention. non, non. Bah, je sais pas, Monsieur, on nous quand demande de faire attention Monsieur, aussi. non, quand vous vous attendez. exprimez, vous dites ce que vous voulez. Quand vous vous attendez. exprimez, vous dites ce que vous voulez ici. Quand vous vous exprimez, vous dites ce que vous voulez ici. Lui aussi. Ah oui. Et lui, en plus, c'est Bah, encore heureux, c'est pour ça Alors, que- arrêtez de Mais prendre non, ça mais le comme ça. procès était tellement Ça, c'est stupide tellement qu'on disait dingue. qu'il a J'ai répondu jamais vu par une une- chose par aussi une bête de ma vie. Oui, mais dans la perception des gens, voilà. Eh bien, D'un oui, côté, les gens, ça marche dans un ils sens et pensent dans ce qu'ils veulent, rentrez pas, ne hein. rentrez Ah, mais, Non, non. et c'est ce qui se Laurent, passe c'est pas sur le dans plateau, le les jeu, gens là, perçoivent ce parce qu'ils que veulent là, aussi, Pour c'est le mouvement des gilets jaunes. revenir à l'ordre public, les pouvoirs publics sont dans l'incertitude constante. Donc il doit prendre tous les moyens
pour limiter cette incertitude. On va faire Vous êtes une gendarme. publicité. J'ai discuté avec pas mal de gendarmes. À ce moment-là, on en rediscutera par rapport à leur conception du maintien de l'ordre aujourd'hui qui est faite. On fait une page de Je vous pub. donnerai leur avis. On fait une page de pub. Je vous cite simplement Daniel Guichard qui nous écoute régulièrement et que je salue, qui dit: j'entends beaucoup ce matin parler de colère, mais par rapport à tout ce qui se passe, je pense sincèrement que c'est la lassitude et le désespoir qui sont là discrètement dans un coin, et à mon avis, c'est plus dangereux que la colère. Donc voilà ce que dit Daniel Guichard, qui écume depuis toujours la France, Il a raison. connaît par cœur la France, et c'est intéressant, et c'est pourquoi nous discutons. J'aimerais vraiment qu'on parle de la monarchie, mais il nous restera 10 minutes. Je voulais qu'on parle aussi de Roman Polanski. À tout de suite. À tout de suite. Il nous reste quelques minutes pour parler de Roman Polanski. On en a parlé quasiment toute la semaine et tous les jours il y a eu quelque chose de nouveau. Donc par exemple ce qu'a dit hier Franck Riester, ministre de la Culture: une œuvre si grande soit-elle n'excuse pas les éventuelles fautes de son auteur. Le talent n'est pas une circonstance atténuante, le génie pas une garantie d'impunité. J'imagine Franck Riester en train d'écrire son communiqué, de tout peser, à la fois pour ne rien dire tout en le disant et en faisant le dire. Bon, enfin il a parlé. C'était ça qui était important sans doute pour lui. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Bon, Sibeth Ndiaye, tiens, écoutons-la, porte-parole du gouvernement. Non, j'irai pas le voir parce que moi j'ai besoin, quand je vais assister à un spectacle, de partager aussi quelque chose avec celui qui l'a créé. Je crois pas partager grand chose avec un homme qui porte de telles accusations sur lui. Ce que je veux dire Est-ce aussi, que vous appelez au boycott du film? j'appelle pas du tout au boycott du film parce que je pense qu'il faut conserver un peu de raison. Il faut garder les pieds sur terre. On ne peut pas condamner quelqu'un en absence de toute décision de justice. Moi, je pense que c'est important que la parole se libère, que les témoignages du passé permettent peut-être à des femmes aujourd'hui de dire les choses, mais il faut aller en justice. Et puis Frédéric Mitterrand, qui a été ministre de la Culture, lui s'est exprimé sur le témoignage de Valentine Monnier dans Le Parisien l'autre jour. Voilà son avis. Vous voulez que je vous dise? Je n'y crois pas. Vous ne croyez pas aux accusations de la jeune femme? Je n'y crois pas. Il y a pas mal de témoignages autour d'elle. Non, il y a deux témoignages, on ne sait pas qui c'est. Les deux témoignages, les deux qui sont dans Le Parisien libéré, on ne sait même pas leur nom, on ne sait pas qui c'est. Bon, Le Parisien n'est plus libéré d'ailleurs depuis de nombreuses années, mais bon, c'est pas grave. Deux choses à dire. La première, c'est qu'il a raison de dire qu'aujourd'hui, on a des accusations anonymes dans pas mal de journaux et que ça devient un vrai problème pour les avocats que je suis, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui accuse qui. Premier point. Et deuxième point, ce que dit Madame Ndiaye, c'est-à-dire qu'elle ira, mais en même temps, elle aime bien être en phase avec celui qui parle, etc. On a aujourd'hui en France une vraie difficulté avec la présomption d'innocence. Vous savez, Pascal, ça vous a pas échappé qu'en ce moment, dans les universités, on empêche Madame Lagazinski de parler, on empêche Mohamed Sifawi de faire une conférence. Eh bien, sachez qu'à Paris, il vient d'y avoir une interdiction d'une conférence sur la présomption d'innocence au nom de 4 jeunes filles qui sont venues dire pour les victimes MeToo, c'est un scandale. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est en train de mettre à bas des grands principes de notre droit qui peuvent bénéficier à chacun autour de cette table. Chacun a le droit à la présomption d'innocence, c'est un droit inaliénable, extrêmement important. Et moi, vous savez combien je suis du côté des femmes qui peuvent être victimes, mais qu'on vienne dire au nom de MeToo, on ne peut plus avoir un discours sur la présomption d'innocence, et c'est ce qui est en train de se passer avec toutes ces affaires dont on parle aujourd'hui, c'est très grave. On a le doigt dans un engrenage très grave. À vouloir sublimer la parole victimaire, et on voit là d'abord des chasses à l'homme, on voit naturellement des lynchages, et on voit une sorte de course à la démagogie qui est de dire, de sommer dans le fond une opinion publique qui ne connaît pas le dossier, d'avoir à juger d'un homme. Voilà. Je ne le crois pas, je n'en sais rien, je ne la crois pas, on n'en sait rien, il y a une présomption d'innocence, il y a des gens qui doivent déposer plainte. La difficulté, c'est qu'en déposant plainte, parce que vous avez compris que je ne déposerai pas plainte parce que je n'ai pas confiance dans la justice, c'est effectivement les délais de la justice qui sont interminables et la façon dont les victimes sont traitées. Si ça, on ne le règle pas, alors oui, les femmes n'iront plus déposer plainte, et c'est un autre problème qui surviendra. Jean Descartes qui nous écoute depuis 9h ce matin. Est-ce que finalement la solution dans cette crise de société, dans cette crise de civilisation, ce ne serait pas... Il est fou. C'est incroyable. Vive la... Oui, mais c'est du deuxième degré, Ali. Alors, mais attendez, c'est du deuxième degré. Non mais c'est du degré, c'est du degré. Non mais c'est du degré. Non mais écoutez, arrêtez. C'est comme Cécile Delgrotte quand il dit non mais c'est fini. Je pensais pas d'avoir abusé de mon temps de parole. Non mais rappelez ce que disait le général de Gaulle en septembre 1958 en présentant la nouvelle constitution française qui devait garantir une stabilité de l'État. Il a dit il manque un roi à la République. Fin de citation. Et vous voulez dire des bêtises? Non mais c'est très simple. Au contraire, c'est très simple. Gérard Leclerc, est-ce que vous pouvez laisser parler Jean Descartes qui a pas parlé depuis 9h? Et moi j'ai pas parlé. Bah c'est pour une fois. Tant mieux. Vous n'avez pas dit de bêtises. Ça vous apprendra. Moi c'est une réaction. Est-ce que vous le pensez? L'Union européenne qui est souvent présentée comme technocratique et anonyme, il se trouve qu'il y a des pays et qui ne sont pas rien dans l'histoire, ni dans la présence politique et économique, qui sont passionnants aussi, avec des chefs d'État, avec des pouvoirs plus ou moins étendus, la question n'est pas là, mais qui représentent une stabilité. Je trouve que venir du passé au quinquennat en France a été dramatique parce que le chef de l'État est déjà en campagne tout de suite. Bon, l'idée est de présenter des constatations d'historiens qui vont souvent à l'encontre des idées reçues, et parmi celles-là,
il y a, hasard de l'actualité, le fait que j'ai découvert dans les archives, entre autres de la Principauté de Monaco, que le prince Albert Ier... Ouais, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est accessoire. Non, mais je le redis, j'ai pas vraiment parlé beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais c'est accessoire que le prince Albert Ier... c'est pas accessoire du tout. Avec une lettre ouverte où il invite Madame Dreyfus. Attendez, ça fait beaucoup de bruit. Dans cette histoire, ça a provoqué une nouvelle polémique. Oui, mais dans votre bouquin, je veux dire, c'est pas l'essentiel. C'est une des entrées d'actualité que j'avais découverte et qui vient... Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un courant royaliste ou monarchiste en France? Oui, alors c'est une vieille querelle entre les Orléans, etc. et la branche aînée, bien sûr, qui ont leurs partisans. C'est un peu, je dirais, stérile, ce qui est vrai. C'est qu'on le regard de l'histoire a changé sur Louis XVI, sur Marie-Antoinette, sur quand même la terreur, les horreurs de la Révolution, la terreur, les horreurs de la Révolution, la terreur, les horreurs de la Révolution, la nécessité qu'a vu Napoléon de rétablir un lien entre le peuple. Il a raison, la terreur, il a raison. La terreur, c'est un nom. La terreur, c'est officiel. La terreur n'a pas existé pour vous? Mais c'est pas ça, j'ai dit que c'est un Vous savez nom. ce que disait Michel? Non, laissez parler. C'est quelques minutes d'une bataille napoléonienne. Voilà, il a tout à fait raison. Je crois pas de grand fait. Non, mais est-ce que vous pouvez laisser parler Jean Descartes? Oui, mais Non, est-ce que vous... C'est Gérard. Non, mais Jean à la monarchie, c'est quoi? Non, mais Jean, laissez parler Jean. Ça, c'est pas gentil. Laissez Jean Descartes. Non, l'idée, c'est de présenter historiquement, politiquement, humainement, des personnages, des événements que l'on croit connaître, avec des inédits, avec des découvertes très intéressantes. Des personnages passionnants comme la reine des Belges Elisabeth pendant la Première Guerre mondiale, qui était à la fois une artiste, une violoniste, une archéologue, une femme extraordinairement courageuse. Elle a même eu des idées très progressistes. C'est un personnage tout à fait passionnant de voir l'évolution de l'opinion russe aujourd'hui sur la mémoire des Romanov, parce que je voyage beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de choses qui mettent les monarchies en actualité. Regardez l'Espagne qui tient la restauration étonnante. Alors on peut penser tout ce qu'on veut de Franco. Je dis au passage que le déplacement de son cercueil est une véritable profanation et stupide qui ranime la guerre civile, alors que les morts des deux côtés reposaient à la vallée de Los Caídos que j'ai visité. Donc je dis, il y a des personnages très intéressants. Et dernier point, nous allons avoir en Europe, si tout va bien, s'il n'y a pas de révolution, des femmes souveraines en Espagne, en Belgique, dans les pays scandinaves. Ce qui n'était pas possible en France, on le rappelle, avec la loi dite Salique. Mais quel est le roi de France, au fond, qui aura été le plus important, selon vous, dans l'histoire de France? Salique. Mais quel est le roi de France, au fond, qui aura été le plus important, selon vous, dans l'histoire de France? Est-ce que c'est Philippe le Bel, lorsqu'il unifie le royaume? Est-ce que c'est François Ier? Est-ce que c'est Louis XIV? Est-ce que c'est Louis XVI? Pourquoi pas? Parce qu'il a été à la fin. Quel est celui qui est le plus important? Mais il y en a un pour lequel j'ai une grande passion, c'est François Ier, à cause de l'édit de Villers-Cotterêts et de généraliser l'emploi de la langue française. Là, on est en 1500... Voilà, 1553, et Villers-Cotterêts, le château va être restauré enfin. Où est né Alexandre Dumas. C'est quand même, oui, absolument, la base de l'usage de la langue française. Mais pourquoi vous dodelinez comme ça? Parce qu'on vous parle des rois, on dirait que ça vous donne de l'urticaire. C'est pas l'histoire de France, c'est pas que c'est fou quand même. Vous connaissez la phrase de Marc Bloch? Il y a deux personnes qui n'ont pas compris le sens de l'histoire de France, ceux qui ne tremblent pas à l'évocation du sacre de Reims, et ceux qui ne pensent, et ceux qui ne vivent pas à ceux de la... Oui, vous êtes vraiment pas, vous n'êtes pas agréable avec notre ami Jean Descartes. Si, vous êtes vraiment, vous l'avez pas lu. Alors vous êtes là en train de... J'ai dit doit être intéressant, parce que je ne l'ai pas encore lu. Oui, écrivez autant de livres que Jean Descartes, et après vous parlerez. Je suis républicain, que je trouve que c'est un raccourci extraordinaire de passer des gilets jaunes à la monarchie, et que voilà, moi je suis plutôt du côté de Beaumarchais. Bon, écoutez, moi je vais aller au bon marché aussi ce week-end. Et non, pardonnez-moi. C'était de Beaumarchais. C'était Claire-Elisabeth Beaufort est avec nous, et à la fin de l'émission, nous allons saluer une information importante dans le groupe CNews aujourd'hui. Claire-Elisabeth Beaufort, c'est pour vous. La neige est
tombé en masse la nuit dernière dans la vallée du Rhône, jusqu'à 40 cm cumulés à certains endroits dans le nord de l'Isère. Un automobiliste est décédé après la chute d'un arbre. Grosse pagaille après ces intempéries, 300 000 foyers toujours coupés de courant, des dizaines de kilomètres d'embouteillages et des trains annulés. Nous y reviendrons en détail dans Midi News. Un an après son éclosion, le mouvement des Gilets jaunes peut-il retrouver un nouveau souffle? Certains manifestants ont lancé un appel à reprendre les Champs-Élysées demain. Le secteur sera bouclé par les forces de l'ordre. Et puis les bons chiffres de la sécurité routière, le nombre de morts a baissé de 8% au mois d'octobre par rapport à la même période l'an dernier. Ce recul représente 22 personnes de moins tuées sur les routes. Et puis la France se qualifie pour l'Euro 2020. Hier, les Bleus ont battu la Moldavie 2-1. Victoire dans la douleur, mais l'essentiel est là. Les hommes de Didier Deschamps récupèrent la première place de leur groupe. Voilà Pascal pour l'essentiel. On salue la naissance du petit Raphaël Capriélian, qui est le fils d'Aris Capriélian, qui travaille au service programmation de CNews. Donc, comme on le dit dans ces cas-là, bravo Sandy, bravo Aris et vive Raphaël avec un F comme Raphaël Nadal. Donc longue et belle vie à lui. C'était Mathieu Sébil-Prola qui était à la réalisation aujourd'hui. C'était Audrey Miziraka qui était à la vision. C'était Julien Boudy qui était au son. Merci à Marine Lançon, merci à Annalisa Capellini. C'est le dernier jour de la semaine, donc merci à Claudie Jacquin et toutes les équipes. Je pense à Valérie Weber et toutes les équipes donc, de ce service programmation qui aujourd'hui il est né le divin enfant. On se retrouvera évidemment lundi. Jean Descartes, vous allez revenir. Je vous donne ma parole d'honneur. Vraiment, vous reviendrez un soir et on parlera plus longuement de ce dictionnaire amoureux des monarchies. Merci également à notre ami Jérôme Rodriguez. Et bonne manifestation demain. Et votre discours est toujours intéressant, je le dis, même si on peut être en contradiction à entendre autour de ce plateau. Merci à tous. Merci Gérard. Bonne semaine, bon week-end. À lundi, l'info se poursuit sur CNews. Christophe Castaner, invité du grand rendez-vous, Europe 1 Les Échos CNews. Ministre de la crise, des Gilets jaunes, ministre aussi du malaise des pompiers et des policiers, ministre enfin des polémiques sur l'islam ou sur l'immigration. Pas une semaine sans que ses opposants ne demandent sa démission. Mais ce pilier de la Macronie tient bon. Comment voit-il l'acte 2 du quinquennat? Les réponses de Christophe Castaner dans le grand rendez-vous, c'est ce dimanche en direct à 10h sur CNews.